Nous avons vu que les 12 signes ont des lettres en commun. On peut alors relier ces 12 signes selon ces 20 lettres, lesquelles forment des ponts entre les 12 signes. Par exemple, le A est le pont entre le Capricorne et le Verseau. Il est marqué par un axe de symétrie très fort. Voici le pont du A. Le K du Verseau fait face au A. Il a aussi un axe de symétrie très fort. On le retrouve dans les Gémeaux. Voici le pont du K. On a alors établi un axe A-K. La lettre A rassemble le Capricorne et le Verseau qui sont les deux signes de Saturne, ici en bas du zodiaque. Ces signes saturniens sont cernés en largeur par les signes de Jupiter, le Sagittaire et les Poissons. Les Poissons contiennent le S. Cette fricative se caractérise par un point de symétrie placé au centre. Le S est aussi dans le signe de la Vierge. S se complète par le Z. Z ayant aussi un point de symétrie placé au centre. Le Z est doublé dans le Sagittaire. Ainsi, il y a le pont S qui se poursuit avec le pont Z. Cette suite SZ est celle de Jupiter. La verticale AK surplombe la base SZ. La connexion en vert se fait par les Gémeaux et la Vierge des signes de Mercure. Si on les sépare, on y trouve les deux grands luminaires, le Soleil et la Lune. Mercure étant le messager des dieux, il est proche du trône royal. Dans le zodiaque, on retrouve en effet Mercure entourant ce couple royal, le Soleil et la Lune. Les Gémeaux sont porteurs du R, comme le Cancer, donnant le pont R. Ce pont R achève la verticale AK, faisant apparaître le mot arc, reposant sur la voûte du Cancer. Le Cancer a effectivement une forme d'arc. Voici l'ouverture de la force des Gémeaux en arc. L'axe de symétrie des lettres AK serait une pointe plantée sur le dos de l'arc lunaire. Le Cancer alors se défait sur les côtés en P et L, telle une pelure. L est aussi dans la Balance. P est aussi dans le Bélier, donnant la suite LP. La Lune répartit Vénus à gauche et Mars à droite. Balance Taureau à gauche, Bélier Scorpion à droite. M à gauche et F à droite. En replaçant la base SZ, on découvre le pont B du côté féminin et le pont U du côté masculin. La lettre latine B est constituée de deux demi-cercles fixés sur une barre. Les deux demi-cercles se réunissent dans le symbole de Vénus. La lettre latine U est l'inverse du B. Elle est constituée de deux barres fixées sur un demi-cercle. Les deux barres se réunissent dans le symbole de Mars. Le cercle domine sur le linéaire dans Vénus. La droite en flèche domine sur le circulaire dans Mars. Ainsi, le circulaire domine avec ses deux demi-cercles sur l'unique barre dans le B féminin. Et le linéaire domine avec ses deux barres sur l'unique demi-cercle dans le U masculin. Revenons à la structure générale. Avec les ponts B et U, il se forme un grand carré dominé par la Lune. Ce carré est semblable à un palais royal. En son centre rayonne le dernier signe, le lion solaire. Le lion est composé des lettres O et T, reliant le taureau féminin à gauche au scorpion masculin à droite. La dernière lettre de l'alphabet phénicien s'appelle justement
tau ou to chez les Grecs. Cette lettre antique, to, est une croix. Cette même croix marque le centre d'un carré, l'emplacement du roi Soleil. Voici donc le réseau des ponts dans le palais royal de 9 cases. Il y manque des lettres. Le pont du N qui relie en travers le féminin au masculin. Le pont du D qui relie la sensuelle Vénus du Taureau avec la sage Vierge. Le très grand pont du V qui relie en tourbillonnant les deux signes sans axe de symétrie. Ce fragile pont V est assisté du pont U. Leur fusion donne le W. Ainsi du Bélier se présentent deux routes, V ou U. Cette patte d'oie est un Y. En lui réside le choix, la vie. U et V, soit W, sont donc intimement liés par le Y au I. U, V, W et Y sont portés par le seul signe parfaitement imparfait, sans axe de symétrie, le Bélier. Voyons la relation entre l'axe AK et le carré. À droite du verso, un jet I arrose le Bélier. À gauche, un jet J arrose le Taureau. Ainsi, les deux ruminants à cornes, le Bélier et le Taureau, sont abreuvés. Décidément, I et J sont indissociables. Cette fontaine de jouvence bilatérale se prolonge au fond du palais par D et V, fermant le circuit. Il y a donc un courant qui alimente la roue à aube, la svastika de la Vierge. Maintenant, tous les ponts sont en place, mais il manque deux lettres, E et G. E est exclusif au Bélier et G au Scorpion. E est la solitaire, sur la défensive, face à la grandeur G du monde. Voici le syndrome du héros seul face au monde. Mars en est l'acteur. Les 20 lettres sont enfin placées. Elles structurent les 12 signes dans cette forme que j'ai appelée l'organon. Un carré de 3 colonnes à 3 niveaux, surmonté d'un axe aussi à 3 niveaux. On ne peut pas relier les 12 signes selon les lettres de façon plus claire et lisible. Toute autre présentation s'avère plus fouillie. Cette forme s'impose donc, et elle n'est pas une invention. Elle n'est pas le fruit du hasard. En effet, il n'y a qu'un seul croisement entre le B et le J. Il ne peut pas être évité. Étonnamment, l'organon est conforme à la phonétique. A, K, J, I, R ou CH sont prononcés dans le fond de la bouche. Ce sont des palatales. B et U sont généreusement assistés par les lèvres. Sur la périphérie droite-gauche du carré central sont placées les lettres analogiquement aussi placées sur la périphérie de la bouche, c'est-à-dire sur les lèvres. Le signe le plus extériorisé, le Bélier, rassemble le plus de labial. P, F, U, V. E et G sont bien implantés dans la masse buccale, mais ce sont les deux lettres qui réclament la plus grande ouverture de la bouche pour leur prononciation. D'où encore une idée d'extériorisation, valeur masculine de Mars. Bien protégées dans le palais royal sont rassemblées les lettres dentales, c'est-à-dire celles qui se placent au centre de la bouche, derrière les incisives. Elles se prononcent ni projetées par les lèvres, ni enfoncées dans le fond de la gorge, ni remontées vers le nez, mais bien installées au centre. Voici les nasales M et N réunies.
accompagnée par l'unique lettre linguale, le L. Cette langue semblant s'enrouler autour du O. On ne peut qu'être impressionné par ce carré LMNO, qui reprend exactement, dans l'ordre de haut en bas, l'ordre alphabétique. Pourtant, il n'y a aucun trucage dans toutes ces démonstrations. Les choses découlent logiquement les unes des autres. Voici donc l'organon, un arrangement particulier des 12 signes suivant les 20 lettres. Le soleil, astre du lion, est au centre. Le cancer, signe de la lune en forme d'arc, au-dessus, dessine une porte. C'est la porte du palais royal. Mercure le messager encadre en haut et en bas le couple royal Soleil-Lune. Et les deux sexes Mars et Vénus sont séparés par cet axe lumineux Mercure, Lune, Soleil. Saturne est la planète la plus lente. Elle semble immuable et éloignée. Voyez sa place au bout de l'axe vertical. La base est assurée par Jupiter, planète de la générosité. On remarquera que les 3 extrémités de l'organon sont gardées par des planètes lentes. Saturne en haut, Jupiter pour les 2 coins inférieurs. Voici ce que j'appelle l'axe de lumière. Il part du noir, Saturne en haut, pour traverser le Soleil au centre. Mercure est donc le conducteur de la lumière. Les 2 côtés de part et d'autre de cet axe sont marqués par la sexualisation Vénus-Mars, accompagnée des lettres de Jupiter S, Z. On retrouve un arrangement similaire dans le zodiaque. Le noir Saturne en bas et les luminaires avec leurs conducteurs mercuriens en haut. De part et d'autre de cet axe noir et lumière se placent, comme dans l'organon, le mâle et la femelle associés avec S, Z. Les lettres S, Z sont au pied de l'arbre. Le S du serpent rampe dans les racines saturniennes. Cet arbre de lumière, pour ne pas dire de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de la connaissance aussi bien de la lumière solaire que de la noirceur de Saturne, cet arbre porteur des pommes d'or, solaires, a donc ses racines bien plantées dans la noirceur de la terre de Saturne. Le Capricorne est un signe de terre, et le Verseau arroseur fournit la sève aux racines. Les agents extérieurs à cet arbre sont clairement désignés. Mars, soit le mâle Adam, Vénus, soit la femelle Ève, et Jupiter, soit le serpent SZ. Voici donc une troublante comparaison, avec une histoire bien connue de tous. Toujours est-il que le parallèle est ici évident entre l'organon et le zodiaque, pourtant d'arrangements bien différents. Voici comment les 2 planètes les plus lentes, Saturne et Jupiter, passent de l'organon au zodiaque. Même chose pour les 2 grands luminaires et leurs conducteurs. Il restera aux 10 pôles masculin-féminin de combler le vide. Le zodiaque est divisé par les 4 saisons. Voici en rouge les signes qui débutent une saison. Ce sont les signes cardinaux. Voici en bleu les signes au centre d'une saison, ce sont les signes fixes. Voici en vert les signes qui terminent une saison, ce sont les signes mutables. Ainsi se succèdent signe cardinal, fixe et mutable. Il est alors incroyable de constater que la répartition des 12 signes en 3 sortes est parfaitement suivie dans l'organon. Cardinal en haut de l'axe et du carré, fixe comme de juste au centre de l'axe et du carré, et enfin mutable en bas de l'axe et du carré. Les signes cardinaux innovent une nouvelle saison, comme émergeant du centre.
Les signes fixes continuent et confirment la saison en l'installant. Les signes mutables sont l'aboutissement de la saison, laquelle est alors épuisée, sur sa fin. Mutable sous-entend mouvant, mobile. Les 4 signes mutables sont en effet dits doubles. Ils réunissent la mobilité de Mercure par la Vierge et les Gémeaux, ainsi que les grandes destinations de Jupiter, maritimes avec les Poissons ou aériennes avec le Sagittaire. Par le plus grand des hasards, il se trouve que ces signes doubles ont 2 axes de symétrie, ici en rouge, déterminant alors 4 secteurs identiques, comme les 4 triangles identiques aussi de la Vierge. En voici la démonstration. La Vierge a son Verseau, avec son recto, elle forme 2 losanges ici en rouge. On retrouve un losange aussi dans les Gémeaux, les Poissons et enfin le Sagittaire. Ces 4 signes étant les seuls à porter un losange. D'autre part, la Vierge se développe en svastika. Celle-ci s'intègre dans le zodiaque en pointant de ses 4 branches les 4 signes mutables. Ainsi, le svastika serait une espèce d'acrobate aux 4 membres, 2 bras de Mercure et 2 jambes de Jupiter. Cet acrobate serait responsable de la succession des saisons, de leur aspect mutable, de la mise en mouvement du signe fixe. Cet acrobate a donc un habit rapiécé de losange, sa marque, son emblème, ce qui nous rappelle évidemment ce curieux et mystérieux saltimbanque des grands chemins, Arlequin. Arlequin a fait vœu de pauvreté, comme le signe mutable a fait vœu de la disparition de sa saison. Les losanges des signes mutables opposés sont identiques. Décidément, la matrice hexagonale est parfaite jusqu'au bout. À propos de perfection, voici une imperfection. Le réseau de canaux qui relie les 12 signes présente en effet une asymétrie. Elle se résout ainsi. Reprenons plus lentement. Les 2 cases en noir vont remonter, les 2 signes féminins se rassemblant, de même pour les 2 signes masculins. L'axe de symétrie en devient parfait. Ces 2 cases noires sont le Taureau et le Scorpion. Ces signes sont diamétralement opposés dans le zodiaque. Ils correspondent à des périodes de fêtes lugubres, Halloween ou la fête des morts pour le Scorpion, et jadis la fête noire, période au mois de mai qui interdisait le mariage et imposait la chasteté, d'où le dicton contradictoire « En mai fais ce qu'il te plaît ». Rangeons alors ces horribles signes diaboliques symbolisant respectivement le sexe masculin et féminin. Bien que l'asymétrie qu'ils provoquent dans l'organon soit riche de vie, et donc finalement indispensable, la sexualisation étant un facteur d'évolution des espèces. En retournant l'organon rectifié, on obtient la forme d'un arbre qui rappelle l'arbre des séphirotes. Selon la tradition juive, cet arbre des séphirotes est composé de 10 cercles reliés par 22 sentiers qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Voici donc une comparaison plus que troublante avec l'organon qui relie 12 signes avec les ponts des 20 lettres. La comparaison est d'autant plus juste que certaines représentations de l'arbre des séphirotes ne représentent que 20 sentiers, comme celle-ci. En rassemblant le Scorpion avec le Bélier comme une seule entité masculine, et le Taureau avec la Balance comme une seule entité féminine, les 12 signes deviennent en effet 10 séphirotes. Pour rester plongé dans les anciennes traditions, l'organon retourné, débarrassé du Scorpion et du Taureau, a une allure de marelle. Certaines versions ont 2 pièges.
le puits à droite et la prison à gauche. La lune Cancer est absente. Elle se place entre le 4 et le 5. Le Cancer ayant perdu le centre de l'hexagone, devenant vide, il compterait pour 0. Serait-il le palais que l'enfant jette sur les cases de la marelle? C'est que palais contient P et L, lettres du Cancer. Dans le système décimal, 4 plus 5 donne 9, et 9 vaut 0. C'est la fameuse preuve par 9. Le 0 se place alors entre 4 et 5. La Vierge en haut marie le 4 féminin avec le 5 masculin. 4 plus 5 égale 9. Dans le zodiaque, ainsi apparaît un axe sur le lion, le centre de la marelle. Voici les 3 premières cases de la marelle. 1, 2, 3. Le Capricorne a un espace, le Verseau a 2 espaces, les Gémeaux ont 3 espaces. Les signes de Vénus sont marqués par le carré aux 4 côtés, ainsi que par le chiffre 4. Le Bélier a l'allure du chiffre 5, 5 étant entre le carré 4 et le cercle 6. Le Scorpion a 5 triangles pointant haut. Le chiffre 4 s'associe à Vénus, le chiffre 5 à Mars. Le Lion a 6 rayons. Il détermine 6 triangles parfaits. Le chiffre 6 représente un cercle solaire. Il en découle. Le Sagittaire est anguleux, comme le chiffre 7, qui semble ne plus avoir d'attache avec le sol. Le Sagittaire a 7 croisements. Le chiffre 8 ressemble aux poissons, lesquels ont 8 segments identiques. La Vierge contient 2 chiffres 9, ou un chiffre 9 et un chiffre 6. Ils se relient en formant le signe de la Vierge. Le Lion est hypercentré. La Vierge tourne autour de ce centre, et le Cancer l'a perdu. Ces 3 signes se suivent aussi bien dans l'organon que dans le zodiaque. 6 et 9 sont des jumeaux dans un œuf. Le 0, comme le Cancer, contient 6 et 9. 69 étant le signe traditionnel du Cancer. Les frères jumeaux 6 et 9 sont dans l'œuf 0. Seraient-ils les Gémeaux? Les Gémeaux correspondent au 3. 3 plus 3 égale 6. 3 fois 3 égale 9. Les chiffres dits arabes viennent du brahmi, une antique écriture hindoue. Voici les chiffres brahmi. Graphiquement, on reconnaît plusieurs séries en accord avec la structure de l'organon. 1, 2, 3 sur l'axe central sont des simples traits. 4 et 5 sur la première rangée du carré ont des angles droits. 6 sur la deuxième rangée du carré ferment une boucle. 7, 8, 9 sur la troisième rangée du carré sont des courbes ouvertes. 1, 2, 3 ont un axe de symétrie fort, comme AK. L'unité du A, primordial dans le Capricorne, s'épanche dans le vase du Verseau en dualité, le Verseau étant le signe de l'initiative. Puis il s'affirme dans les Gémeaux en une trinité imposante. 4 et 5 ont une forme plus complexe. 4 est identique à l'idéogramme chinois du bœuf. La comparaison avec le Taureau et Vénus est évidente. 5 est un crochet carré qui paraît désaxé comme le signe du Bélier. 4 et 5 vont ensemble. Ils ont des angles droits. 6 est le seul chiffre brahmi à se fermer, formant une boucle. 6 exprime la perfection du soleil. En hébreu, 6 se dit shesh, et soleil se dit shemesh. 6 est le premier nombre parfait.
1 plus 2 plus 3 égale 6. 1 fois 2 fois 3 égale 6. 7, 8, 9 sont des courbes, comme un 6 qui s'est ouvert. 8 est clairement en forme de S. 2S forment effectivement les poissons. 7 est une simple courbe. Cette courbe commence à se tordre dans le chiffre 9 pour finir en S parfait dans le chiffre 8. Il y a donc une progression 7, 9, 8 dans la torsion de la courbe. On retrouve cette progression 7, 9, 8 dans nos chiffres arabes, 8 étant l'achèvement de la torsion. Il y a la même progression du Sagittaire au Poisson en passant par la Vierge. Ceci confirme parfaitement les attributions des chiffres au signe de la Marelle et donc de l'Organon. La matrice hexagonale semble bizarrement en parfait accord avec des écritures vieilles de plusieurs milliers d'années, comme ici le Brahmi. Ceci confirme sa justesse qui paraît inébranlable.